Merci beaucoup. Nous allons accueillir nos intervenants, nos invités suivants. Jean-Baptiste et Séverine Ibon. Qu'on peut applaudir bien fort. Voilà, nous reprenons nos places pour la suite de ce colloque. Défi des femmes aujourd'hui. Femmes et foyer, le bon choix au bon moment. On a déjà une bonne introduction, une bonne plongée, une bonne immersion dans notre sujet ce matin. Nous allons avoir un témoignage, une intervention de Jean-Baptiste et Séverine Ibon. Merci d'être venus depuis Lyon. Merci. Bienvenue à vous. Donc Séverine, vous êtes mariée et vous avez 3 enfants. Vous êtes écrivain, scénariste. Vous avez, après des études de lettres, de langue et de théologie, vous êtes à votre 11e pièce de théâtre depuis 2005. Et vous proposez vos services comme coach en écriture. Jean-Baptiste Ibon, vous êtes un acteur majeur du monde du handicap et de la dépendance. Vous êtes psychosociologue, vous êtes conférencier reconnu. Vous avez fondé le Réseau Humain, une société qui propose des solutions figitales, physiques et digitales pour la responsabilité sociétale des entreprises en partant du handicap. Comment vivre mieux avec moins? Jean-Baptiste et Séverine, c'est à vous. Merci, nous sommes heureux d'être parmi vous dans ce colloque. C'est le défi des femmes aujourd'hui, mais apparemment, vous nous avez mis un double défi. Premier défi, c'est d'être le premier intervenant homme. Et donc, c'est heureux. Et puis, deuxième défi, c'est que la durée est la même. Et on est 2. Et c'est un défi parce que moi, quand je faisais mes études, j'avais le droit au tiers temps en plus. Et on ne me le propose jamais dans mes interventions. Bon. Alors toi, Madame Ibon, hein? Qu'as-tu découvert de la femme? Moi, j'ai envie de vous proposer un autre défi. Parce que je me suis heurtée, comme 99,9% des mères de famille, à la quadrature de l'utérus. Comment réussir à faire tout sans m'y noyer? Et la grande surprise, ça a été que je m'y suis vraiment noyée au début, comme tout le monde, et que ça aurait duré s'il n'y avait pas eu un petit truc un peu particulier dans notre famille. Et ce qui m'a aidé à sortir de ce cercle vicieux, c'est Jean-Baptiste, c'est son handicap. Qui tu fais encore, hein? C'est qu'un handicap dans une famille, et en particulier quand c'est un des 2 parents, c'est encore autre chose quand il s'agit d'un des enfants, ça oblige à une façon de vivre très différente. Avec ce clown à côté, ça va être facile de parler. Et j'ai dû me poser des questions très importantes, très rapidement, et ça m'a poussée à réfléchir. Donc comment sortir de la quadrature de l'utérus? Comment sortir de cette double contrainte? En l'occurrence, pour moi, c'était mère de famille, travail. Comment je fais? Comment notre famille peut ne pas exploser si je travaille à l'extérieur? Matériellement, affectivement, à tout point de vue, c'était impossible. Ou alors on aurait divorcé.
parce qu'il n'y avait pas 50 solutions. Et dans ce cas-là, ça voulait dire que moi, je devais comprendre pourquoi je restais à la maison pour y travailler. Pour faire mon travail d'épouse, de mère. Et en plus, comme je suis une cérébrale totale qui n'a a priori aucun don particulier pour les choses pratiques, j'ai dû faire des efforts monumentaux. Mais ça s'apprend, même moi. Et cette réflexion m'a poussée à creuser des points très très précis. Et le tout premier, c'est que je me suis dit, quelle est la différence entre une femme qui garde ses enfants et qui s'occupe de sa famille à la maison, à plein temps, et une femme qui est nounou pour les enfants des autres? Pourquoi il y a un travail qui est considéré comme tel et un autre qui ne l'est pas? Tic-tac, vous connaissez la réponse? C'est que l'un des deux est payé et l'autre ne l'est pas. Zut alors! J'avais plus qu'à me passer l'accord de cou et serrer le nœud bien fort. Ben oui, parce que non seulement je ne rapportais absolument rien financièrement, officiellement, mais en plus, mon travail était à peine justifié, parce que Jean-Baptiste, il travaille, lui, à l'extérieur. Et pourtant, ma présence était vraiment fondamentale, on s'en est rendu compte, mais jour après jour. C'est vraiment un choix de vie. Et un beau jour, j'ai entendu un économiste qui disait, mais il y a 3 formes de travail. Il y a le travail salarié, le travail rémunéré et le travail non rémunéré. Parce que c'est Pierre-Yves Gomez qui nous dit ça. Excusez pour la référence, mais vraiment c'est quand même un sommet en économie, en tout cas à Lyon. Non, pas simplement à Lyon. ailleurs aussi. Ailleurs aussi. Il a une définition très simple du travail. Il vous explique que le travail, c'est le ciment de la société. Il comprend toute l'activité humaine qui vise à rendre l'environnement plus beau, plus juste, plus fécond. À partir de là, en tant que femme qui voulait travailler de la maison, et en plus comme écrivain, tout le sens de tout mon travail a pris sens. Et enfin, je pouvais me dire, oui, mon travail a de la valeur. C'est-à-dire que votre travail, où que vous soyez dans un bureau, que vous soyez célibataire, que vous soyez seul avec des enfants, que vous soyez marié avec plusieurs enfants, et ayant décidé de travailler principalement pour votre famille, tout votre travail a de la valeur. Et ça change tout. Parce que ça signifie qu'on remet l'homme au cœur de la société, l'homme au cœur du système économique. Et c'est l'homme qui est le pivot, c'est l'homme qui dit. C'est l'homme qui travaille. C'est notre activité qui compte. L'autre point important, c'est celui qui fait que le féminisme aujourd'hui s'est fondé sur une tradition philosophique ou historique qui date de l'Antiquité. Le féminisme aujourd'hui nous dit encore, c'est un long parcours, que la loi naturelle, c'est-à-dire le fait qu'une femme physiquement peut être plus fragile, pas toujours, mais parfois plus fragile, en tout cas moins forte physiquement qu'un homme, et qu'en plus elle porte des enfants, a tendance à le considérer comme un attribut inférieur. Admettons. Et ensuite, on nous propose de le porter, d'en faire un choix social, d'élaborer des lois qui vont permettre à tous, hommes, femmes, indifféremment, de vivre de la même manière. Très bien. Mais tout ça finit par nous déconnecter complètement de quelque chose qui nous est propre à tous. Le corps. Le langage corporel a un sens. Et c'est ce sens-là qui me permet de donner du sens à tout ce que je suis, à mon travail et à ma manière d'être. Parce que je sois en télétravail, dans un bureau toute la journée, avec un travail très prenant qui ne me permet pas de voir ma famille, ou bien que je sois célibataire, avec un travail passionnant, mais quelque chose qui ne s'équilibre pas correctement dans ma vie, ou que je sois forcée de travailler à l'extérieur, si mon travail n'a pas un sens pour moi, quelque chose qui m'irrigue et qui m'habite, alors de toute façon, mon travail va toujours me déstabiliser. Je vais considérer que même devant mon ordinateur, je ne suis pas disponible. Je vais considérer qu'à mon bureau, en fait, je suis à la maison. À la maison, je suis à mon bureau. De toute façon, je serai malheureuse. C'est cette nécessité d'intériorité et d'unification de la personne qui nous permet d'être. Et ça passe par le corps.
Et c'est une Uruguayenne qui m'a permis de comprendre le sens réel du corps. Elle dit deux choses, je vais aller vite. Elle nous dit, le corps d'une femme est un espace habitable pour toute femme, qu'elle ait porté ou non des enfants. Physiquement, il y a un espace habitable. Et ça a plusieurs conséquences. Moi, comme femme, si je suis un espace habitable, comment puis-je rendre l'espace autour de moi plus habitable? Ma maison, mon quartier, ma ville, le pays dans lequel j'habite. Ça a du sens pour la société autour de moi. Et ça n'est pas juste moi, c'est ceux qui m'entourent. Ça rend en effet mon travail plus fécond, plus juste et plus beau. L'autre chose aussi, je ne sais pas si le thème a déjà été abordé, mais cet espace habitable, cet espace creux qu'est l'utérus, ne signifie pas qu'une femme serait un être incomplet. Mesdames, vous êtes un être complet. Et cet espace qui est à l'intérieur de vous, qu'il ait porté des enfants ou non, cet espace est la trace, la signification du mystère du cycle de la vie. C'est un espace qui a un sens, qui a un appel tourné vers l'autre ou tourné vers l'infini. Il a du sens, il n'a pas à être comblé par qui que ce soit. J'ai souvent entendu cette réflexion par certains hommes, y compris assez récemment, disant que c'est la trace d'un manque. Une femme n'est pas en attente. Une femme est un être de relation, comme un homme. Ni plus, ni moins. Simplement physiquement, ça se manifeste différemment. Et cet espace, au risque, voilà, c'est un espace inaliénable. On ne peut le donner que par choix et par amour. L'autre point, excusez-moi. T'as besoin d'aide? Non, ça va. Pour le moment, ça va, c'est bon. Tu m'as rappelé. Cette Uruguayenne qui m'a fait beaucoup réfléchir s'appelait Maria Teresa Porcil Santizo. Et elle fait remarquer quelque chose qui, moi, m'a paru absolument phénoménal. Et elle le mentionne, c'est 3 lignes dans un bouquin, dans un pavé de 500 pages. Mais moi, je l'ai mis comme ça en me disant, elle a juste trouvé une perle. Elle nous dit, le corps d'une femme a 3 manières de s'exprimer. Une femme donne son sang tous les mois. Une femme peut donner la vie au risque de perdre la sienne. Une femme peut nourrir un autre être humain à ses propres dépens. Elle nous dit, est-ce que vous vous rendez compte? Alors pour les chrétiennes qui sont parmi vous, je le traduis directement, c'est un langage corporel, naturellement, eucharistique. Pour celles d'entre vous, ou ceux d'entre vous, qui appartiennent à d'autres religions, c'est un mystère qui nous inclut au centre même du cycle de la vie et de la transmission de la vie. Ça suppose le respect de nous-mêmes, mais dans l'éducation aussi. Si les frères de toutes les petites filles apprennent à respecter leurs sœurs à l'adolescence, non pas en ayant entendu « Oh, ma pauvre chérie, c'est les ennuis qui commencent le jour où les règles débarquent chez une jeune fille », si on peut aller au-delà en lui disant « Mais quelle merveille !» Si les garçons apprennent le sens de ce langage corporel, doucement, lentement, pédagogiquement, en famille, alors ils ont toutes les chances d'apprendre à respecter leur femme, dans son travail, dans son être, dans son cycle, dans sa différence. Et là aussi, on est vraiment au cœur de la société, parce que notre société bascule très facilement, soit d'un côté, on a l'asservissement total des femmes, on sait très bien à quoi ça ressemble, hein. Il y a une liste longue comme le bras de maltraitance en tout genre. C'est vraiment, je mets la main sur ce corps qui m'intrigue, qui me fait peur, qui est responsable de tous les maux, qui peut être qualifié d'impur, ou bien de l'autre côté, bon bah très bien, je suis une femme mais je vais faire comme si j'étais un homme comme les autres. Et les deux sont des pathologies. Et les deux pathologies nient juste une seule chose, c'est le mystère, la grandeur du mystère du corps féminin et de sa signification profonde, sa signification dans la société et de toute la charge que ça suppose
que ça peut porter, tout le rayonnement que ça peut porter dans la société, dans un travail, dans sa responsabilité familiale ou autre. Vas-y, si tu peux. Et d'ailleurs, c'est amusant ce que tu as découvert, parce que c'est le respect du corps féminin, de votre corps, mais ce que j'ai aimé et j'aime toujours, et c'est la grandeur de notre amour conjugal. D'ailleurs, c'est de faire ce parallèle entre cette situation féminine et le handicap. Parce que, mesdames, peut-être ça va vous provoquer, vous choquer, mais même si les situations sont très différentes, quand vous cherchez du travail en dehors de chez vous, bien souvent, il y a des trous dans vos CV. Vos CV gruyère. Eh oui. Cette fois, elles sont mauvais d'ailleurs. Mais le handicap, la situation des personnes handicapées dans notre pays peut être similaire. Et la peur des recruteurs, c'est « Ah oui, mais qu'avez-vous fait là, dans ce trou-là Ah oui, mais vous l'avez creusé ou Ben non, je ne pouvais pas, j'étais handicapé. Et vous voyez, on vit avec ça, on vit notre situation. J'essaye en effet avec le réseau humain et le Congrès Nouvelle Ère que j'ai récemment fondé, de pouvoir penser à mon évolution de carrière. Parce que figurez-vous que personne n'y pense, à part moi. Depuis une vingtaine d'années, moi j'aurais bien aimé qu'un grand groupe y pense à mon évolution de carrière. Ben non. Bon, tant pis, c'est comme ça, mais ça veut dire, et là je voudrais rendre hommage à notre grand pays et à notre solidarité nationale, parce que sans allocation d'adultes handicapés, pour jusqu'à présent, nous ne pourrions pas vivre. Et c'est génial qu'un pays compense aussi cette fragilité financière. Mais notre objectif, c'est bien sûr d'envoyer promener cette allocation d'adultes handicapés. Je n'en veux pas. Mais je dois l'utiliser comme un est sûr. Et ça, je prends l'engagement devant vous, mais je l'avais pris devant un grand directeur de la CAF. Il n'en revenait pas de ce que je lui disais. Quand je parviendrai
a gagné suffisamment ma vie, je rendrai tout ce que mon pays m'a donné comme argent. Parce que cumuler, ça fait beaucoup. Je ne suis pas obligé, mais je crois que c'est de notre devoir. Alors, parents, comme ça ne rime à rien, mais en faisant des choses pour les personnes handicapées. Et vous voyez, je crois que dans ce que nous sommes appelés à vivre, tous les deux, il y a quelque chose qui nous dépasse. Dans l'accueil de la vie. L'accueil de la vie dans la féminité, dans le handicap, simplement une vie simple, sans prétention. C'est ce que nous appelons la frugalité. Un mot qui, on devrait davantage le connaître en France et je m'efforce de le faire connaître, surtout l'innovation frugale, surtout connue dans les pays du tiers-monde en voie de développement. C'est un terme créé par un Indien, Navid Raju, qui est super, et c'est faire mieux avec moins. Et c'est tout à fait l'approche du handicap. Faire mieux avec moins. Est-ce qu'on est dans moins, on est appelé à vivre moins bien. Ça serait une injustice criante. Alors, il y en a qui en profitent, qui ne savent pas, qui n'ont pas forcément les compétences. Mais le handicap, voyez-vous, est vraiment une école de la frugalité, qu'on peut appeler aussi comme système D. Oui, devant la contrainte, nous sommes obligés de trouver des solutions. Nous y sommes acculés. Il y en a qui nous disent on ne peut pas faire autrement. Certes, ben justement, il faut essayer de faire autrement avec la contrainte. Et c'est là où elle devient opportunité. Un petit, un exemple de la vie commune, peut-être que je ne l'avais pas dit, mais la lessive. Alors, il y a des bidons, des 2 litres, peut-être format familial, il y a des promos, mais il y a autre chose. Vous savez, il y a des gros savons de Marseille, une râpe mélangée avec du bicarbonate. Il y en a pour 4 euros. Pour 2 savons. Pour 2 savons. Qui dit mieux?
tu me le fais à combien? J'en sais rien, je suis pas très bonne en chiffres. Bon, mais vous voyez tout ça pour vous dire que ça paraît ringard. Mais non, dans une lessive, il y a plein d'ajouts. Là, savon de Marseille avec du bicarbonate. Ben, figurez-vous, c'est pas mal. Ça lave bien. Et voilà un détail. Mais il y en a plein dans la vie quotidienne où on peut faire des économies. Et quelquefois, d'ailleurs, le mélange de savon de Marseille bicarbonate, ça détape, hein. Quelquefois, ça lave mieux qu'une lessive. Et vous voyez, c'est ça, faire mieux avec moins. Et c'est valable pour tous les domaines de la vie. Des difficultés à mettre mes boutons de chemise. J'ai créé un tire-bouton. Pas un arrache-bouton. Bon, ça arrive quelquefois. Mais il y a du filet, une aiguille, c'est pas mal. Bon. Mais nous trouvons en effet un tire-bouton dans des magasins spécialisés. Et comme c'est en petite quantité, ben le prix, youpi! Mon tire-bouton. Si vous saviez, vous connaissez les petits fouets de cuisine, les fouets à mayonnaise. Une bonne tenaille, vous coupez les arceaux extérieurs, vous gardez le plus petit et youpi! C'est génial! Voilà. Voilà deux détails de notre vie. Mais nous, on était étonnés de voir que le handicap, encore maintenant, ça commence à changer. Et encore relégué à la marge. Dès qu'il y a une loi, hop, on regarde s'il y a un volet handicap à côté et on va l'aménager. Ou on rajoute quelque chose de supplémentaire. Mais on n'en a rien à faire. Rien. Il y a une chose beaucoup plus efficace. C'est de mettre le handicap au cœur de toutes les thématiques. Parler de le handicap. Rassurez-vous, on va tous y passer. Et vu la tête de certains d'entre vous, ça ira même plus vite que d'autres. Donc, vous voyez, mettre le handicap au cœur de toutes les thématiques sociales, économiques, les nouveaux produits, c'est préparer notre avenir à tous. C'est pas génial, ça? Et en guise de conclusion, j'aimerais bien vous donner une toute petite phrase écrite par une philosophe des années 60
qui a priori devait être un petit peu à contre-courant de son époque, qui s'appelait Yvonne Pelledwell, et qui disait simplement aux autres femmes, parce qu'elle l'avait vécu elle-même, de passer du destin à la vocation, du destin subi à la vocation choisie. Et croyez-moi, ça change tout. Merci. On n'a même pas pris un tiers de temps en plus. C'est génial. On vous en a fait gagner même. C'est ça, vivre mieux avec moins. Merci infiniment, Jean-Baptiste et Séverine, pour cette conférence, ce partage. On peut faire bien plus avec moins, c'est possible. On l'a vu grâce à Jean-Baptiste et Séverine. Je vous remercie beaucoup d'être venus depuis Lyon. Nous attendons maintenant François-Xavier Bellamy, qui est philosophe, qui a un tout petit peu de retard. Et comme nous avons réussi à récupérer... Du coup, je vous propose ces quelques petites minutes de pause avant la grande conférence de 45 minutes du... Ah, il est là. Eh bien, très bien. On va enchaîner directement. Même pas le temps de souffler. Ah, zut. Est-ce que vous allez bien? On est bien là, hein? Il fait un peu chaud, non? Ça va? Nous, on est sous les projecteurs, donc... Monsieur Bellamy, c'est à vous. On va enchaîner sans transition. François-Xavier Bellamy. Bonjour. Voilà, François-Xavier Bellamy, que tout le monde connaît, je pense, que je présente, professeur agrégé de philosophie, diplômé de l'ENS. François-Xavier Bellamy est aussi homme politique. Vous êtes maire adjoint de Versailles. Vous avez créé en 2013 les soirées Philia, les soirées de la philo, qui s'exportent maintenant, j'ai vu en Belgique, d'ici peu. Donc ce sont des conférences de philosophie à destination du grand public. Vous êtes également auteur des Déshérités, ou l'urgence de transmettre en 2014, et les plus beaux discours à la jeunesse. François-Xavier Bellamy, vous allez nous parler de l'altérité dans le couple. Merci beaucoup d'être présent, c'est à vous. Bonjour à tous. Vraiment, c'est une très grande joie d'être parmi vous ce matin. Alors là, je suis pris un peu au dépourvu parce qu'on m'avait dit que je passais à 11h40, donc j'arrive et je me retrouve projeté devant cette salle très impressionnante. En tous les cas, c'est vraiment une joie de pouvoir partager avec vous ce moment de réflexion. Je me sens bien peu de choses pour aborder une réflexion dans le cadre de cette journée consacrée au défi des femmes. Et de fait, je ne me présente pas devant vous pour parler de l'altérité dans le couple, sujet sur lequel je serai bien profane. J'espère apprendre avec le temps, mais pour l'instant, je dispose d'assez peu d'expérience et vous auriez certainement beaucoup plus de choses à m'apprendre. En tous les cas, il me semble que nous pouvons malgré tout consacrer un petit moment dans cette journée à la philosophie, ou ce que la philosophie peut nous dire de la question de l'altérité et de la crise de l'altérité que nous vivons aujourd'hui, parce que je suis convaincu que la période que nous vivons est de façon très profonde une crise de l'altérité, une crise du sens de la différence, et que cette crise du sens de la différence a profondément partie liée avec la question de la féminité, avec la question de l'altérité entre le masculin et le féminin. C'est très paradoxal parce que nous vivons dans la société qui n'a jamais autant parlé de la différence. La différence est devenue une sorte de mantra que nous répétons indéfiniment, le respect de la différence, l'ouverture à la différence, et cette différence semble constituer quelque chose comme un impératif catégorique au cœur de nos sociétés. Nous nous voulons tolérants, nous nous croyons ouverts à la différence, alors que nous n'avons jamais été aussi loin
je le crois profondément, dans l'incapacité à admettre vraiment la différence et sa signification essentielle. Il y a quelques jours de cela, je dînais avec des anciennes élèves qui sont à l'École normale supérieure de Lyon. Et l'une d'entre elles me racontait les formations qu'elle suit en sociologie. Et une formation de sociologie sur la question du genre qui commençait, me disait-elle, par cette affirmation présentée comme un postulat, comme une espèce d'évidence. Toute différence implique une hiérarchie. Toute hiérarchie implique une inégalité. Nous vivons dans une société qui est marquée par cette obsession de l'inégalité et qui, partout où il y a de la différence, voit nécessairement une inégalité et toujours une injustice. C'est le cas de toutes les différences que nous pouvons percevoir lorsqu'elles ont pour nous une signification autre que purement superficielle. Comme vous le savez peut-être, nous sommes aujourd'hui dans le monde universitaire, dans le monde intellectuel, très profondément traversés par cette passion soudaine pour le concept de genre qui nous vient des États-Unis, mais qui est en fait une espèce de retour de boomerang, puisqu'il a été très largement forgé à travers les concepts de ce qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire la philosophie française des années 70 et 80. Ce concept de genre, il vient justement nous dire que la différence entre le masculin et le féminin est une différence construite par la société pour servir de support à une hiérarchie et à une injustice, à une inégalité entre le masculin et le féminin dans la répartition des rôles sociaux à l'intérieur de la société. Ce concept de genre, précisément, porte en lui-même l'idée que la différence ne peut pas être autre chose si nous lui prêtons un sens que le support d'une inégalité. Et les partisans de ce concept, ceux qui l'ont forgé dans une perspective militante, voudraient que la différence sexuée, dont ils ne nient pas la réalité, la différence biologique entre nos corps, finisse par devenir insignifiante, qu'elle nous devienne indifférente. Pour Judith Butler, par exemple, qui a écrit ce texte décisif qui s'appelle « Troubles dans le genre », il faudrait que, à la fin de la déconstruction des genres, la différence sexuée entre le masculin et le féminin soit aussi insignifiante pour nous que la différence qui existe, par exemple, entre nos couleurs de cheveux. Judith Butler dit, vous voyez, il y a bien une différence entre les couleurs de cheveux. Il y a des personnes qui sont brunes, d'autres qui sont blondes, d'autres qui sont rousses, mais ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'imaginer que la société doit se structurer autour de la différence entre les couleurs de cheveux. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'imaginer que nous ayons des personnalités, des caractères, des tempéraments, des qualités qui seraient, d'une manière ou d'une autre, liées à cette différence biologique incontestable qui est celle de notre couleur de cheveux. Eh bien, il en va exactement de la même manière pour la différence sexuée. La différence sexuée est une différence organique, incontestable. Il y a des personnes qui sont sexuées d'une manière féminine et d'autres dont l'organisme porte une sexuation masculine, mais finalement, il n'y aurait aucun sens à considérer que cette différence incontestable devrait avoir une signification particulière et qu'il puisse y avoir, par exemple, un caractère, un tempérament, une personnalité, des qualités qui seraient plutôt liées à la féminité qu'à la masculinité ou réciproquement. Pour le dire autrement, le principe de cette étude de genre ou de ces concepts qui sont créés pour pouvoir retirer leur signification aux différences organiques qui existent entre nous, le principe de cette recherche de déconstruction, c'est de rendre les différences indifférentes, de nous rendre indifférents aux différences. Vous voyez, derrière le respect de la différence, nous avons souvent en réalité l'habitude de combattre les différences dans ce qu'elles peuvent avoir de consistant, de significatif, dans ce qu'elles peuvent avoir de résistant à nos propres projections. Nous rendre indifférents aux différences, nous rendre aveugles aux différences. Faire comme si les différences qui existent entre nous n'avaient aucune réalité significative, comme si nous ne pouvions en tirer aucune espèce d'enseignement pour la conduite de nos vies. C'est très frappant de voir, vous voyez, comme ce mouvement contemporain est marqué par la volonté de nous aveugler
ou de nous rendre aveugles à des différences, et on pourrait le décliner dans une série d'autres mouvements. Là, nous parlons de l'altérité entre l'homme et la femme, mais comme vous le savez peut-être, la question du genre est aujourd'hui une affaire réglée pour le monde universitaire, pour le monde intellectuel, pour nos élites d'une manière générale. Vous êtes là parce que vous croyez encore sans doute qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, mais c'est bien le signe que vous faites partie du monde ancien, n'est-ce pas? Le nouveau monde nous a déjà oubliés, en quelque sorte. Et d'ailleurs, le titre que vous avez choisi pour votre colloque est en lui-même un titre extraordinairement sexiste, genré et par principe rétrograde. Permettez-moi de vous le dire. Je me suis même demandé dans quelle mesure il était dangereux de venir intervenir parmi vous. Si on était dans la bonne rhétorique universitaire, on ne devrait pas écrire le défi des femmes, soit dit en passant par parenthèse. On devrait écrire le défi des non-hommes. Parce que, comme vous le savez peut-être, c'est le vocabulaire qui est en train de s'imposer. C'est pas parce qu'on n'est pas un homme qu'on est forcément une femme. Ce type de binarité a quelque chose d'absolument confondant. Enfin, tout ça pour dire que, très sérieusement, vous voyez, la difficulté à vivre la différence s'exprime, je le dis en souriant sur la question du genre, mais elle s'exprime en fait dans tous les champs de la vie en société. Et je me permets de vous annoncer le prochain grand mouvement après la question du genre, qui est celui de l'antispécisme, qui réplique exactement le même modèle quand il est question cette fois-ci de la différence entre l'homme et l'animal. Pour le dire autrement, la différence entre l'homme et la femme est une pure construction qui n'a d'autre but que celui de permettre aux hommes de dominer les femmes. Et bien de la même manière, vous voyez, l'antispécisme qui se développe dans la philosophie occidentale depuis une quinzaine d'années, l'antispécisme nous dit que la différence entre l'homme et l'animal est une pure construction culturelle dont le but est de permettre aux hommes de dominer les animaux et, en l'occurrence, de leur faire subir cette violence qui consiste à les tuer pour pouvoir les manger ou exploiter leurs produits. Cette incapacité à vivre la différence autrement que comme une violence, autrement que comme une oppression, autrement que comme la reproduction d'un schéma d'inégalité injuste, cette perspective-là, me semble-t-il, est vraiment l'une des grandes caractéristiques de la société contemporaine, dans ce qu'elle a de postmoderne, mais aussi une caractéristique qui tire ses racines de notre histoire politique et intellectuelle récente, et notamment du marxisme. Et le marxisme nous disait que toute l'histoire de l'humanité et l'histoire de la lutte des classes, c'était la première phrase du manifeste du Parti communiste, écrit par Marx et Engels en 1848, eh bien, avec la théorie du genre, avec les études de genre, il est question d'affirmer cette fois-ci que toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte des sexes. Et bientôt, encore une fois, on affirmera que toute l'histoire de l'humanité est l'histoire de la lutte des espèces, c'est-à-dire, encore une fois, de ces oppressions qui se rejoignent et qui se conjuguent et contre lesquelles il faudrait lutter simultanément dans ce qu'on appelle le combat intersectionnel, c'est-à-dire le combat contre toutes les formes d'oppression. Alors, par où faut-il commencer, en quelque sorte, pour déconstruire la différence entre le masculin et le féminin? Il faut commencer par s'attaquer à la question de la culture. Parce que c'est la culture qui porte cette différence. Le grand postulat des études de genre, c'est que la différence entre le masculin et le féminin est une différence culturelle. Et c'est la raison pour laquelle on peut la déconstruire. Si on déconstruit le caractère culturel de cette différenciation, eh bien on reviendra à une forme d'indistinction originelle, ou pour le dire autrement, on redeviendra aveugle à cette différence organique qui en elle-même n'a aucun sens. Et c'est la raison pour laquelle, vous le voyez, la question de la culture est au cœur de la difficulté de penser le masculin et le féminin aujourd'hui. J'en veux pour preuve cette première forme de la culture qui est aujourd'hui sous les feux de la rampe et qui est la langue. Vous avez entendu parler de l'écriture inclusive qui fait l'actualité en ce moment. L'écriture inclusive est une manière de révoquer dans la langue ce qui est supposé prolonger ces inégalités de genre, et notamment dans cette règle épouvantable et barbare qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Ce qui fait que tout à l'heure, pardonnez-moi, j'ai dit bonjour à tous, mais je présente mes excuses, j'aurais dû dire bonjour à toutes et à tous. Je bats ma coulpe, cela étant, je ne fais que confirmer que je suis un mâle blanc cisgenre à caractère néopatriarcal et qui porte avec lui tout le poids de cette oppression que mon sexe a fait subir à celui de la majorité de cette salle pendant des millénaires, ce dont je profite de l'occasion pour vous présenter toutes mes excuses. La langue, c'est une question, j'en souris encore une fois, pardonnez-moi, mais c'est une question très sérieuse. La question de l'écriture inclusive est une question fondamentale parce qu'elle touche à cette première forme de la culture qui s'appelle la langue. Il faudrait défaire ce que la langue porte avec elle de distinction de genre
pour pouvoir progressivement transformer notre vision du monde et nous permettre, encore une fois, de retrouver le sens de cette indistinction. Après l'écriture inclusive telle qu'elle vous est proposée aujourd'hui, en effet, il va y avoir une étape suivante que nous voyons déjà apparaître, encore une fois, dans le monde universitaire, qui est l'émergence du pronom neutre, puisque, encore une fois, la binarité en tant que telle est perçue comme une violence, c'est-à-dire le fait qu'il faille se voir assigner un genre, en soi, constitue un problème. Et donc, on va nous proposer progressivement de passer à des pronoms neutres, le IEL, par exemple, prononcé IEL, qui doit inclure, et c'est l'écriture inclusive, le il, le elle, et tous ceux qui ne se reconnaissent pas forcément dans le il ou dans le elle. En fait, ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir que si on adopte cette vision du monde, en réalité, la recherche d'une déconstruction de la culture pour défaire les logiques d'oppression, cette recherche ne s'arrête jamais. Elle va donner lieu à une surenchère infinie. Et ce qui me frappe énormément, c'est qu'elle contribue à créer la souffrance qu'elle prétend dénoncer. Elle contribue à créer la méfiance à laquelle elle prétend répondre. Elle nous fait jeter le soupçon sur des choses qui pourtant sont l'occasion de notre lien, et en nous conduisant à défaire ce lien, à nous défier des uns des autres, au lieu d'établir la relation de confiance qui pourrait s'opérer entre les deux polarités de cette altérité. Mais surtout, ce qui me frappe le plus, c'est qu'il y a une question à laquelle il n'est jamais répondu, et c'est la question avec laquelle je voudrais tenter de prolonger avec vous notre réflexion d'aujourd'hui. Qu'en est-il du lien réel entre nature et culture ? Ou pour le dire autrement, si la différence des sexes est l'occasion d'une élaboration culturelle, de manière absolument indubitable, cela signifie-t-il pour autant que rien ne précède cette élaboration culturelle ? Les étudiantes de l'ENS que j'ai rencontrées il y a quelques jours, donc anciennes élèves, me racontaient que dans un séminaire qu'elles suivent sur la question du genre, on leur fait faire une enquête de sociologie, et cette enquête est consacrée à un objet culturel décisif. Il leur faut regarder pendant des heures les séries de Disney Channel. Elles doivent regarder les séries de Disney Channel avec un stylo à la main pour noter la façon dont le masculin et le féminin sont différenciés dans ces dessins animés pour enfants. Et ainsi identifier les ressorts de cette construction de la différence des genres pour pouvoir montrer, manifester que la différence des genres est construite par la culture. Et je leur faisais remarquer que, bien sûr, cette recherche n'avait pas d'autre issue possible que celle à laquelle on voudra les conduire. C'est-à-dire, évidemment, il y a dans les dessins animés de Disney Channel une différence dans la représentation du masculin et dans la représentation du féminin. Je n'ai même pas besoin d'avoir regardé Disney Channel pendant des heures pour répondre à la question qui va leur être posée. Cette question est sans objet. Il est absolument certain que toute la culture contribue à construire, à élaborer, à définir, à apprivoiser cette différence du masculin et du féminin. Et je ne doute pas un seul instant que quand elles vont regarder ces dessins animés, il leur sera facile de trouver des différences culturelles dans la représentation qui leur est proposée du masculin et du féminin. Mais la vraie question, la question qui n'est jamais vraiment posée, qui n'est plus réellement admise même à l'intérieur de l'espace intellectuel, la question est, cette élaboration culturelle est-elle dépourvue de quelque chose qui la précède ? Ne se greffe-t-elle pas sur quelque chose qui précède toute construction culturelle, qui précède toute expérience humaine à l'intérieur de la culture, quelque chose qui existerait indépendamment de nos arbitraires culturels. Que les cultures soient multiples, c'est une certitude. Que les cultures soient relatives, donc, en ce sens, c'est aussi une certitude. Chaque peuple a sa culture, chaque société produit sa propre culture, et il suffit de faire un peu d'histoire pour contempler avec émerveillement le foisonnement des civilisations que les hommes ont su produire. La question qui est posée, donc, est, y a-t-il quelque chose qui échapperait à la culture, comme un invariant, quelque chose qui nous échapperait par conséquent, dans la différence entre le masculin et le féminin ? Il me semble que ce qui est très intéressant, le mouvement de la déconstruction qui voudrait défaire la culture pour pouvoir restituer
une égalité originaire, ce mouvement de la déconstruction ne peut que s'attaquer simultanément à la culture et à la nature, à cette autre polarité qui demeure un impensé, de façon très étonnante, un impensé dans nos propres corps, un impensé dans nos propres vies, quelque chose que nous ne voulons plus voir, quelque chose à quoi nous voulons être indifférents, cette réalité de la différence naturelle entre le masculin et le féminin. Et dire cela, vous voyez, aujourd'hui, je le dis sérieusement, c'est déjà prononcer une affirmation quasiment scandaleuse. Dire qu'il puisse y avoir une différence naturelle entre le masculin et le féminin. Quelque chose qui ne soit pas construit, mais qui soit de l'ordre du donné. Quelque chose qu'on ne peut pas inventer, mais que nous devons recevoir. Quelque chose qu'on ne peut pas construire, définir, élaborer par nous-mêmes, mais qu'il faut apprivoiser parce que cela nous précède. Au fond, là encore, nous sommes dans la grande tradition du constructivisme et donc aussi dans la grande tradition du marxisme. La perspective marxiste refusait toute espèce de conservatisme, c'est-à-dire l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose à recevoir lui paraissait insupportable. Pour les marxistes, tout est construit, tout est acquis, tout est déterminé par la société. Et de fait, comme vous le savez peut-être, il y avait dans la grande époque de l'Union soviétique, il y avait des scientifiques qui se revendiquaient du marxisme et qui avaient pour tâche d'élaborer les déclinaisons de la perspective marxiste dans tous les champs de la science. Il y avait notamment une biologie marxiste. Et la tâche de la biologie marxiste, je relisais ça récemment, la tâche de la biologie marxiste et des chercheurs en biologie dans l'Union soviétique était de démontrer que l'ADN, que la génétique, était une fiction inventée par les méchants occidentaux. Précisément, dire que l'ADN existe, dire que la génétique existe, dire qu'il y a donc un donné, quelque chose qui n'est pas plastique, quelque chose sur quoi on ne peut pas faire la révolution, c'était probablement insupportable. Et bien de la même manière, aujourd'hui, de façon très sérieuse, vous avez une biologie qui part de ce postulat du genre pour démontrer que, par exemple, si les femmes sont en moyenne d'une taille plus petite que les hommes, c'est parce que pendant des millénaires, elles ont été sous-nourries par rapport aux hommes. Pour le dire autrement, vous voyez, tout est construit, rien n'est naturel, tout est élaboré par la société, rien n'est biologique et rien ne nous précède dans la dimension biologique. Voilà. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que de ce point de vue-là, je le dis là encore par parenthèse, il y a des inégalités auxquelles on est attentif et d'autres auxquelles on n'est pas attentif. Et donc, on explique la différence moyenne dans la taille des femmes et dans la taille des hommes par le fait que les femmes ont été atrocement sous-nourries pendant des millénaires. Mais par contre, on se garde bien de tenter d'expliquer que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes, ce qui est une injustice à laquelle je trouve on devrait également se montrer sensible. Mais enfin, c'est... Donc il y a en tous les cas la volonté d'expliquer, vous voyez, toutes les différences par de la pure construction culturelle. Rien n'est donné, rien n'est naturel. Et c'est très intéressant que le même mouvement qui nous fait nous attaquer à la langue, qui nous fait déconstruire la culture, soit en même temps chargé de déconstruire ce qu'il pourrait y avoir de naturel dans les différences qui nous distinguent. De fait, vous voyez, il ne faut pas se méprendre sur quelque chose de très important. À titre personnel, et c'est ce que je voudrais tenter de défendre auprès de vous ce matin, de défendre avec vous sans doute ce matin, à titre personnel, il me semble que tout n'est pas culturel. C'est-à-dire qu'il existe bien quelque chose qui précède la culture. Il me semble que tout n'est pas à notre disposition, en quelque sorte. Et pour le dire autrement, sur le plan de l'épistémologie la plus simple, il me semble qu'il y a une vérité et que tout n'est pas relatif, que nous ne pouvons pas disposer à notre gré du réel. Mais il faudrait bien se garder, dans notre opposition au constructivisme du genre, il faudrait bien se garder d'une autre erreur, qui serait celle de croire qu'il existe des évidences, que la nature parle toute seule, que la nature, en quelque sorte, nous suffit, que la culture n'existe pas. Je crois, oui, c'est vrai, que le masculin et le féminin font l'objet, dans toutes les sociétés du monde, dans toutes les civilisations de l'histoire, d'une élaboration culturelle. Et que cette élaboration culturelle est nécessaire pour nous permettre de voir et de percevoir le réel, pour nous permettre de voir et de percevoir la nature. Pour le dire autrement, il y a des vérités, mais il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence. La question de savoir quoi faire de la différence des sexes
cette question-là n'admet pas de réponse évidente. Et c'est sans doute précisément, pour reprendre le terme magnifique que vous avez donné à votre colloque, le défi de toute une vie, de savoir que faire de sa propre identité dans son caractère sexué, de savoir que faire de la relation à l'autre, à celui qui se trouve placé de l'autre côté d'une frontière organique que pour ma part je crois décisive, que pour ma part je crois signifiante, mais dont je crois malgré tout qu'elle appelle et qu'elle suppose le travail de la culture afin d'être reconnue, afin d'être vraiment connue, afin d'être apprivoisée. C'est le défi de toute une vie, de savoir ce que signifie exactement, ce que peut bien signifier être une femme en rapport aux hommes, être un homme en rapport aux femmes. Et de ce point de vue-là, je crois que la très grande erreur des études de genre est d'avoir pensé qu'on pouvait opposer la nature à la culture, qu'on pouvait faire comme si la culture était greffée sur un vide, comme si la culture devait être opposée à ce vide originaire de détermination de principe, comme si on pouvait faire comme si la culture et la nature étaient deux polarités contraires. Que la différence entre l'homme et la femme soit l'objet d'une élaboration culturelle, c'est une certitude. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne se greffe pas sur un donné naturel que cette élaboration de la culture a pour but d'appréhender. On peut regarder Disney Channel pendant des heures, et ce sera très facile de voir que les garçons et les filles n'y sont pas représentés de la même façon. Mais la seule question qui se pose, la seule question qui mérite d'être discutée, la seule chose sur laquelle nous devrions concentrer notre attention émerveillée, c'est qu'en est-il de ce donné à partir duquel se greffe une élaboration culturelle de plus ou moins grande qualité, de plus ou moins grande intelligence, et qui nous permet plus ou moins de nous réconcilier avec cette très grande frontière qui traverse notre humanité. Il y a quelques années de cela, en cours de philosophie, le programme portait sur la matière, et j'avais donc commencé mon cours par étudier l'étymologie du mot matière. Le mot matière vient du latin materia, et le mot materia trouve son étymologie dans le mot mater, qui veut dire également la mère. Pourquoi y a-t-il une relation fondamentale du point de vue de l'étymologie entre le mot mère et le mot matière? Eh bien parce que le propre de la mère, c'est qu'elle donne corps à l'enfant, c'est qu'elle donne chair à l'enfant, c'est que c'est elle qui enfante un corps nouveau dans le monde qu'elle porte dans son propre corps. L'enfant qui naît est toujours la chair de sa chair. Et tous nos corps ont été, un jour, portés par des mères. Tous les corps de toute l'humanité proviennent du corps des femmes. Les femmes donnent corps à toute l'espèce humaine. Et vous voyez, c'est là sans doute une frontière absolument fondamentale que je ne connaîtrai jamais. Moi qui suis un homme, il ne m'arrivera jamais de donner chair à un enfant. Peut-on faire comme si cela était indifférent? Peut-on faire comme si cette frontière était aussi insignifiante par elle-même que la différence entre la couleur des cheveux? Je ne le crois pas. Et ce qui est magnifique, c'est de voir comme la langue porte en elle-même ce qui nous permet d'apprivoiser cette différence étonnante, cette différence terrifiante à bien des égards. Puisque dire que la femme vit une expérience que je ne vivrai jamais, dire que je suis moi-même comme homme le résultat de l'enfantement d'une mère dont je ne vivrai jamais l'expérience par moi-même, c'est dire qu'il y a une part de l'humanité qui pour moi toujours demeurera au moins un peu un mystère. Et de ce point de vue-là, nous pouvons bien nous accorder sur le fait que vous demeurerez toujours au moins un peu pour nous, et probablement beaucoup, un mystère. En tous les cas, vous voyez, ce qu'il y a de très beau, c'est que l'étymologie même, c'est-à-dire l'histoire de la langue, c'est-à-dire le travail des millénaires des générations qui nous ont précédés, vient nous aider à apprivoiser ce qu'il y a de significatif dans la différence de l'homme et de la femme. Pour le dire autrement,
c'est dans la culture que la nature se révèle à nous. C'est dans la culture que la nature se révèle à nous. C'est dans la culture que nous avons produite que ce qui nous précède apparaît à notre conscience, que ce qui nous précède apparaît à nos propres yeux. Et je le dis, c'est très important, parce que c'est un élément décisif de la réponse à la question que vous vous posez aujourd'hui. Le défi des femmes, le défi qui consiste à trouver sa place comme femme à l'intérieur de la société, à trouver sa place comme homme à l'intérieur de la société, à trouver sa place comme mère et père à l'intérieur de la société. Ce défi-là suppose que nous sachions recevoir une culture qui nous est transmise, que nous sachions en être les héritiers, que nous sachions la recevoir pleinement pour pouvoir nous comprendre et nous apprivoiser nous-mêmes. Oui, je le crois profondément, la nature existe. La différence entre l'homme et la femme est une réalité naturelle. Et d'ailleurs, quelle aberration de prétendre le nier. C'est très étonnant que la même société qui nous dit qu'il n'y a pas tant de différence entre l'homme et l'animal soit aussi celle qui voudrait nous faire avaler qu'il n'y a pas de différence naturelle entre le masculin et le féminin. Je me suis lancé cet été dans une opération étonnante. Je me suis lancé dans un petit élevage de canards. Et alors, c'est très frappant parce que je ne connaissais pas la psychologie du canard, qui est un animal formidable. Le canard est un animal assez sociable, mais qui a des mœurs relativement asymétriques par rapport aux nôtres. C'est-à-dire que si vous installez des canards, en moyenne, il faut 8 femelles pour un mâle. Vous imaginez évidemment le caractère assez intense de l'activité du mâle, qui fait que si vous avez 2 mâles pour 8 femelles, ça se passe très très mal, c'est le cas de le dire. Il y a bien quelque chose qui, évidemment, là-dedans, ressemble à un continuum biologique qui est dans le rapport du masculin au féminin. Comme l'écrivait La Fontaine, 2 coqs vivaient en paix, une poule survint, et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis 3. Donc, c'est vrai que nous avons quelque chose à voir avec le coq, et en disant cela, je ne dis pas que vous ayez quelque chose à voir avec les poules, bien sûr, mais il y a bien, vous voyez, il y a bien quelque chose qui résiste à la construction. C'est-à-dire que c'est tout à fait frappant. J'ai commencé par installer quelques cannes, et quand le canard est arrivé, d'un seul coup, tout a changé. Mais vraiment. C'est-à-dire le comportement de ce petit troupeau de canards s'en est trouvé instantanément modifié. Comment se fait-il qu'on nous explique simultanément que l'homme est un animal comme les autres, et en même temps qu'il n'y a pas de différence naturelle entre le masculin et le féminin, quand de toute évidence, cette différence traverse de manière décisive tout le règne du vivant, et tout le règne animal en particulier, et pas seulement notre propre espèce. Il y a bien quelque chose de naturel, mais chez l'homme, c'est vrai, de façon très singulière. Notre vulnérabilité propre, c'est que nous ne pouvons apprivoiser notre propre nature que par la médiation d'une culture. Et qu'il y a des cultures qui sont susceptibles de nous faire reconnaître de façon juste ce que nous sommes. Mais il y a des cultures où des déculturations, des conflits contre la culture, des déconstructions culturelles qui finissent par nous faire nier, par nous faire oublier ce que nous sommes. Il y a des vérités, mais il n'y a pas d'évidence. Et ceci dit notre très grande responsabilité, à nous qui sommes ici, à vous qui êtes ici, parce que nous avons très certainement pour point commun d'être les héritiers d'une culture qui nous a rendus sensibles à la fécondité de l'altérité, à la nécessité de respecter les différences et de nous respecter les uns les autres à travers les différences. Cela nous rend responsables de la tâche de transmettre, de protéger, de défendre cette culture contre toutes les folies contemporaines, contre toutes les pauvretés contemporaines aussi, contre toutes les tentatives de déconstruction. Parce que si nous n'y parvenons pas, si nous ne transmettons pas cette culture, alors il y a fort à parier que la différence même de la nature entre le masculin et le féminin deviendra invisible. J'ai toujours été sidéré par des exemples proches ou lointains qui disent l'ampleur de cette expérience, qu'il n'y a pas d'évidence et que l'être humain est capable de devenir aveugle aux vérités les plus empiriques et pourtant apparemment les plus immédiates. Comment se fait-il, par exemple, qu'au cours du XXe siècle, à la faveur des idéologies qui ont traversé ce siècle terrible, à la faveur, par exemple, de l'idéologie nazie, comment se fait-il que certains Allemands
ait réussi à ne plus voir un autre homme dans une personne, par exemple, dans un juif, par exemple. Comment est-ce que c'est possible? Et c'est ce livre magnifique et bouleversant de Primo Levi, Si c'est un homme. C'est-à-dire, le drame de ces idéologies, et le drame du nazisme en particulier, c'est qu'il a commencé par brûler des livres, et comme le prophétisait Heinrich Heine un siècle avant que les autodafés n'existent en Allemagne, là où on commence par brûler des livres, on finit par brûler des hommes. On a commencé par brûler des livres, c'est-à-dire par déconstruire la culture, par empêcher le rapport à la plénitude, à la richesse de la culture, pour pouvoir mieux rendre aveugles les hommes à ce qu'il y avait de commun entre eux. Je n'arrive même pas à me représenter comment il est possible que le gardien d'un camp de concentration ait réussi à ne plus voir un autre homme dans celui qu'il avait en face, au motif qu'il était juif. Et pourtant, c'est possible. C'est terrifiant, mais c'est possible de ne plus voir les évidences. Il n'y a pas d'évidence. Que le juif soit un homme comme celui qui le persécute, c'est une vérité absolue, incontestable, évidemment. Mais ça n'est pas une évidence, au sens où il nous est possible de ne plus la voir. Le propre d'une évidence, c'est qu'elle saute aux yeux. Eh bien, le réel ne nous saute pas aux yeux et nous pouvons lui devenir indifférents. Nous pouvons objectivement lui devenir aveugles. Tout à l'heure, nous avons souri ensemble de certains travers qui nous paraissent sidérants, de certaines conséquences absurdes ou que nous trouvons absurdes de ce concept de genre. Mais prenons-le très au sérieux. Beaucoup de nos contemporains finiront et finissent déjà par devenir indifférents à la différence entre le masculin et le féminin, par ne plus la voir, par ne plus la considérer comme une différence signifiante. Et dans beaucoup de nos familles même, dans beaucoup de nos entourages, nous qui avons souvent l'habitude de critiquer ces dérives, il nous arrive à nous aussi de ne plus regarder avec autant d'attention ce que peut avoir de significatif cette différence merveilleuse, cette altérité mystérieuse du masculin et du féminin. Nous sommes là devant un très grand défi, voyez, un très grand défi. Pour vous montrer à quel point cette indifférence peut parfois nous toucher aussi, à quel point elle peut en tous les cas être entrée dans un moment déjà peut-être avancé, je me concentrerai sur une autre étymologie. Nous avons parlé de l'étymologie du mot mère. Concentrons-nous maintenant brièvement sur l'étymologie du mot père. Père, pater, en latin, mais qu'on retrouve aussi dans le Vater allemand, par exemple, dans le Father anglais. Père, pater, trouve son origine étymologique dans une racine indo-européenne qui est la racine pa ou pat. Cette racine désigne traditionnellement ce qui touche à la nourriture. On la retrouve par exemple dans la pâte pour faire un gâteau, dans le pâtissier, etc. Donc, étymologiquement, la mère est celle qui porte l'enfant. Étymologiquement également, dans cet enracinement indo-européen plurimillénaire, le père est celui dont la fonction propre est d'apporter la nourriture, en quelque sorte, au foyer. Vous voyez bien à quel point cette étymologie est déjà devenue incroyablement polémique. C'est-à-dire affirmer que le rôle propre du père, de façon anthropologique, soit ce rôle de nourricier, le rôle de celui qui a pour tâche de sortir du foyer pour en rapporter la nourriture, de protéger ainsi, d'une certaine manière, le couple formé par la mère et l'enfant, cette étymologie est devenue inacceptable dans le monde contemporain. Elle est devenue, en quelque sorte, intolérable, et nous ne savons plus regarder ce qu'il peut y avoir de singulier dans le rôle du père. De ce point de vue-là, je me permets de le dire, le défi des femmes dans le monde d'aujourd'hui est aussi, de toute évidence, le défi des hommes. Et quand il est difficile pour les femmes de trouver vraiment leur place, il est difficile aussi pour les hommes de trouver vraiment leur place à l'intérieur de la société. Mais je dirais simplement, et je terminerai par là, que ce qui me paraît en jeu dans cette rupture de la transmission culturelle, dans cette déconstruction culturelle, ce qui me paraît en jeu malgré tout, c'est pourtant singulièrement cette différence que constitue à l'intérieur de l'espèce humaine, singulièrement la féminité. Je crois que ce qui est en jeu, c'est la possibilité que continuent d'exister des femmes à l'intérieur de l'espèce humaine. Pour le dire autrement, que nous ne devenions pas tous des hommes comme les autres. Que vous ne deveniez pas des hommes comme les autres.
Je crois que dans la déconstruction de l'altérité, c'est la féminité qui est en jeu, c'est la possibilité de la féminité qui est en jeu. Et c'est quelque chose qui me frappe beaucoup depuis très longtemps dans le nouveau féminisme auquel nous avons affaire aujourd'hui. Ce nouveau féminisme, en effet, ce féminisme paradoxal qui s'appuie sur le genre pour expliquer qu'en réalité la féminité n'existe pas, et qui donc veut défendre les femmes tout en niant leur existence, tout en expliquant que la féminité n'est qu'une construction culturelle, ce féminisme qui explique qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, sinon que les hommes sont des salauds et que les femmes sont des victimes, ce féminisme-là, en réalité, aboutit finalement, d'une certaine manière, à une défaite historique des femmes, à la défaite historique de la féminité. Et nous le voyons dans des considérations toutes simples, très triviales, très ordinaires. Nous le voyons par exemple dans la façon dont nous regardons l'issue du combat féministe. Pour le féminisme contemporain, le but du combat féministe, c'est de faire en sorte que les femmes fassent exactement tout ce que font les hommes aujourd'hui. Et ce faisant, le féminisme contemporain, comme aurait pu le dire Pierre Bourdieu, se donne pour norme exactement le stéréotype que son adversaire incarne, c'est-à-dire le masculin. J'étais, il y a quelques années de cela, sur un plateau de télévision, et une femme me dit, on parlait de l'éducation, du système scolaire, une femme me dit, vous savez, vous parlez tout le temps d'égalité, mais enfin, reconnaissez quand même que le système scolaire actuel est profondément inégalitaire. Par exemple, me dit-elle, les garçons s'orientent massivement vers des filières d'excellence, alors que les filles s'orientent massivement vers des filières littéraires. Alors, vous l'aurez compris, j'ai fait une filière littéraire, bien sûr. Je suis professeur de philosophie, c'est-à-dire que j'exerce un métier qui est massivement féminisé. Et je trouve extraordinairement révélateur une question de cette nature. En fait, ce que dit cette question, c'est que le féminisme contemporain s'est donné comme norme de comportement ce qui était jusque-là le stéréotype masculin. Parce que les garçons vont massivement faire des écoles d'ingénieurs, on appelle ça des filières d'excellence. C'est d'une certaine manière nous donner, à nous les hommes, le rôle de déterminer la norme. Et c'est une façon tout à fait étonnante de nous rendre la victoire que l'on prétend nous confisquer. Moi qui ai fait une filière littéraire et qui exerce un métier massivement féminisé, je ne crois pas que les études littéraires soient moins des lieux d'excellence pour ce qu'elles seraient massivement choisies par des femmes. Je ne crois pas que l'enseignement soit moins un métier qui requiert une forme d'excellence pour ce qu'il serait largement choisi par des femmes. Je crois au contraire qu'être un bon enseignant, ce que j'espère devenir avec le temps, suppose de très grandes qualités, une très grande excellence propre, et que c'est un métier qui n'est pas moins difficile que d'exercer les métiers qu'une majorité d'hommes choisissent, comme par exemple les métiers de l'industrie, de la finance, de l'économie. Si on pouvait schématiser les choses aussi simplement, on verrait que, en réalité, dans ce qui se joue à travers ce nouveau féminisme, c'est la défaite de la possibilité pour les femmes d'incarner quelque chose d'autre que le stéréotype masculin. À quoi reconnaîtra-t-on aujourd'hui que vous êtes une femme libérée ? Quand dira-t-on que vous êtes vraiment affranchie de toutes les déterminations qui pouvaient peser sur vous ? Quand est-ce que vous vous sentirez respectée socialement dans votre féminité ? Eh bien, c'est probablement quand vous aurez accepté d'assumer un à un tout ce qu'il y a de plus absurde, tous les clichés les plus ridicules du stéréotype le plus machiste. Pour que vous soyez respecté comme femme, il faut évidemment que vous travailliez, non pas seulement que vous travailliez, mais attention, que vous ayez un travail rémunéré. C'est-à-dire que tout autre travail n'est pas un vrai travail. Il faut un travail rémunéré, travailler dans une entreprise. Non seulement que vous travailliez, mais il faut que vous fassiez carrière, que vous fassiez une belle carrière. Il faut que vous ayez des postes de responsabilité, des postes de pouvoir. Il faut que, pour le dire autrement, vous montriez que vous aussi, vous êtes capable de dominer les autres, que vous aussi, vous êtes capable de vous en mettre plein les poches, que vous aussi, vous êtes capable de conquérir le pouvoir. Et quand vous aurez bien réussi à tout ce qu'on appelait un épouvantable macho, on vous reconnaîtra comme une femme enfin
respectable. Et il est même probable qu'on fera des articles de journaux sur vous en disant « La cause des femmes a progressé ». Si, à l'inverse, vous choisissez un autre métier, si, à l'inverse, par exemple, vous choisissez le métier d'enseignant ou d'enseignante, on dira que c'était peut-être pour privilégier votre vie de famille, n'est-ce pas? Et si vous choisissez, chose épouvantable, par exemple, de vous mettre à mi-temps pour exercer cet autre travail qu'on ne reconnaît pas comme un travail qui consiste à se préoccuper de l'éducation de vos enfants, on vous regardera avec un peu de commisération, mais pas autant de commisération que si vous aviez, chose épouvantable, arrêté de travailler, ce qu'à Dieu ne plaise. Bref, vous voyez, je crois qu'en réalité, ce qui est en jeu, c'est la possibilité pour les femmes d'être vraiment ce qu'elles veulent. D'être vraiment ce qu'elles veulent. À titre personnel, ça ne me pose aucun problème qu'une jeune fille choisisse de faire des études d'ingénieur. Et je serais ravi de voir une jeune fille rentrer à Polytechnique et faire une belle carrière dans le monde de la finance. Mais qu'on laisse aussi les femmes, si elles le veulent, faire autre chose. Et qu'on ne les respecte pas moins si elles choisissent une autre voie, si elles choisissent un autre chemin. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Paradoxalement, au nom de la déconstruction des normes sociales, on a produit de nouvelles normes, beaucoup plus violentes encore, je crois, dans la mesure exacte où elles sont en fait implicites, c'est-à-dire où elles se jouent non pas dans des règles et des interdictions qui pèseraient socialement, explicitement sur les femmes, mais dans des prescriptions et des obligations qui sont la condition du respect que l'on vous porte et que vous sentez quotidiennement, j'imagine, à l'intérieur de l'espace social. Vouloir être reconnu comme femme suppose aujourd'hui de tout faire, comme le dirait OSS 117, pour ressembler à un homme. Et aussi bien Hubert Bonisseur de Labatte, dans Le Caire ni d'espion, explique avec sagesse que pour un homme, je ne vois pas très bien l'intérêt de ressembler à une femme, je dirais pour conclure, en passant par ce grand moment de culture, que pour une femme, je ne vois pas très bien l'intérêt de ressembler à un homme. Je terminerai simplement, puisqu'il me reste exactement 52 secondes, vous voyez, c'est très bien fait. Je terminerai en vous disant simplement avec beaucoup d'humilité, parce qu'encore une fois, je me sens bien peu de choses pour parler de ce qui constitue le grand mystère qui traverse notre humanité, à quel point je crois le sujet que vous avez choisi pour aujourd'hui est authentiquement décisif. Il nous faut vraiment construire une société dans laquelle soit offerte à chacun la chance d'être vraiment ce qu'il est, de ne pas avoir à se nier lui-même pour pouvoir exister devant l'autre. Et aussi bien notre société a pu commettre des erreurs ou tomber dans des travers, dans une forme de répartition beaucoup trop figée des rôles et des stéréotypes sociaux, aussi bien nous voyons aujourd'hui une violence d'autant plus grande, je le disais, qu'elle est latente, qu'elle est cachée et implicite, et qu'elle rend difficile le fait de se révolter contre elle dans cette déconstruction de la culture par laquelle nous sommes privés du moyen de nous reconnaître nous-mêmes pour ce que nous sommes. Il faut parler le langage du monde contemporain. Il faut parler aux hommes. Comme le disait Saint-Exupéry, il faut absolument parler aux hommes et il faut leur parler leur langage. Parlons-leur du respect de la différence. Demandons-leur de jouer le jeu du respect de la différence. Demandons-leur de reconnaître vraiment que l'altérité est la condition, non pas seulement de tout enrichissement mutuel, mais même de toute vie humaine, et qu'il n'y a pas de lieu plus extraordinaire pour constater cette fécondité de l'altérité que dans l'altérité sexuée, d'où provient chacune de nos vies, d'où est né chacun de nos corps. Jouons vraiment le jeu de cette reconnaissance des différences qui nous précèdent, de ces différences douloureuses, bien sûr. Parce que dire que je suis un homme et que vous êtes des femmes, c'est dire qu'encore une fois, je ne suis pas le tout de l'humanité, que je ne peux pas me suffire à moi-même, que je ne peux pas donner la vie tout seul, que je ne peux pas prétendre posséder à moi seul la totalité de l'expérience humaine. C'est donc nécessairement reconnaître mes limites, reconnaître mes défauts, reconnaître mes fragilités. Et il est très certain que lorsque nous nous rencontrons dans le masculin et le féminin, nous éprouvons d'abord ces limites et ces fragilités qui toujours sont l'occasion pour nous de blessures, de souffrances et d'expérimenter notre pauvreté intérieure. Mais en même temps, c'est par ces blessures, c'est par ces failles que passe la relation essentielle qui nous lie les uns aux autres. C'est parce que précisément nous ne sommes pas tout,
que nous pouvons recevoir des autres, ce qui fait l'essentiel de nos vies. Et pour cela, il faut que nous acceptions de transmettre cette culture qui nous aide à apprivoiser ce grand mystère qui traverse la biologie. Sans cette culture, nous ne verrons plus cette fécondité, et alors il est certain que nous allons au-devant d'une époque de très grande violence, ce que notre époque est déjà d'une certaine manière, à l'égard de beaucoup de femmes, à l'égard de beaucoup de jeunes filles. Je termine donc en vous disant l'urgence, je le crois profondément, de cette reconnaissance et en vous disant surtout, évidemment, mon infinie reconnaissance, d'abord d'avoir choisi de travailler sur ce thème décisif aujourd'hui et puis ensuite mon infinie reconnaissance, et c'est l'occasion de l'exprimer ici, à toutes les femmes qui sont dans cette salle, à toutes les mères qui sont dans cette salle, pour tout ce que vous portez de vie à l'humanité, tout ce que vous transmettez de culture à ceux qui sont autour de vous pour leur permettre d'apprivoiser cette humanité qui, dans sa fécondité, est traversée par cette magnifique différence qui nous réunit ce matin. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy pour ce très riche enseignement. François-Xavier Bellamy que vous pouvez suivre sur le site des soirées Philia, mais également sur son blog. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin de cette première partie. C'est l'heure de se sustenter. Enfin.